Bonjour, chers amis, bienvenue à cette émission spéciale. Et pour parler de politique, pour parler des enjeux du Canada, du Québec, pour parler de ce qui nous touche finalement, hein, et c'est des enjeux qu'évidemment beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler. Donc, je vais avoir un entretien live présentement, maintenant, en ce 22 août 2024 avec Maxime Bernier. On va parler d'élections partielles, immigration, économie, Ukraine, Russie peut-être d'autres sujets, peu importe, mais partagez au maximum tout le monde. Nous comptons sur vous. Et j'ai avec moi pour parler de tous ces sujets, ben, nul autre que le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Bonjour, Maxime. Allô, Daniel, bonjour. Merci de l'invitation. Ben, bienvenue, ça fait plaisir. Écoute, tu as sûrement beaucoup de choses à dire. Il y a eu un été tellement actif, hein, c'est le cas de le dire. Ça n'a pas arrêté beaucoup. Oui, effectivement, comme tu sais, on a eu notre conférence, révision conférence à Ottawa, le Parti populaire au début du mois d'août. J'étais content, tu étais présent, un beau succès, plus de 350 personnes, des membres, des candidats, de nos sympathisants. Le but, c'était de se préparer pour la prochaine campagne électorale. Et effectivement, comme un certain Jean Charest le disait lors de la campagne électorale au Québec en 2003, nous sommes prêts. Bien Oui. oui, le Parti populaire du Canada va être prêt pour la prochaine élection prévue en octobre 2025. Et oui, donc on se prépare sur tous les côtés, tous les fronts. Merci aux abonnés, auditeurs, auditrices qui êtes présents maintenant. Donc, n'oubliez pas de partager au maximum parce que c'est sûr, les grands médias, ils n'aiment pas beaucoup parler de quelqu'un qui a des idées un petit peu différentes. Tu as parlé d'élection générale. Rapidement, ton feeling élection générale, parce que plusieurs le demandent, est-ce qu'on s'en va en élection maintenant ou pas? On sait, il y a une date limite pour l'élection fédérale. Alors, un petit mot là-dessus. Bien, je ne crois pas que c'est dans l'avantage du NPD ou du Bloc québécois d'arrêter de supporter le gouvernement de Justin Trudeau. Parce que si on regarde les sondages actuellement, les deux partis risquent d'avoir moins de députés qu'ils ont actuellement à la Chambre des communes. Donc, cette coalition socialiste, globaliste, NPD, Bloc québécois et libéraux devrait durer, selon moi, jusqu'en octobre 2025, qui est la date limite pour une élection générale au Canada. Et entre-temps, comme tu le sais, on a deux élections partielles qui vont avoir lieu au début du mois de septembre, une à Montréal, une à Winnipeg. Et on a un candidat à Montréal, on a un candidat à Winnipeg, et donc ça va permettre aux gens de voter pour le Parti populaire, de voter en ligne avec leurs valeurs, parce que le Parti populaire, comme tu le sais, on ne fait pas de compromis avec nos idées et on est prêt à défendre l'identité canadienne et l'identité québécoise à Ottawa. Et oui, et notre candidat, lui, il est prêt. Alors, c'est le candidat Grégory Yablonowski. Et, ben, écoute, voilà, l'élection, c'est le 16 septembre, l'élection partielle fédérale suite à la démission d'un ministre député libéral, alors qui a quitté. Donc, le 16 septembre 2024, la salle est mort Verdun. C'est une élection partielle. Notre candidat, donc, Grégory, il est prêt et la semaine prochaine, ben écoute, rencontre publique avec Maxime et justement le candidat directement le 28 août, un 5 à 7. Oui, et oui, je vais être là pour supporter notre candidat, tout comme je vais être là ce week-end à Winnipeg. Je vais partir demain pour supporter notre candidat là-bas, faire du porte-à-porte, rencontrer les journalistes. Et on veut vraiment que les gens sachent que le Parti populaire est présent partout à travers le pays, comme on va l'être à la prochaine campagne électorale. Oui, parce qu'il faut trouver des candidats, il faut le rappeler aux gens. Contrairement au bloc régionaliste, nous sommes à travers le Canada, 338 comtés à travers le Canada. Donc, c'est quand même une bonne, un gros portefeuille à avoir de candidats un peu partout au Oui. Québec, Ontario, Alberta. Toutes les provinces doivent être représentées et il faut s'assurer d'avoir des candidats, candidates partout. Bien sûr, au Québec, aussi, bien, comme il y a encore des comtés disponibles, et ça, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Tu sais, la région de Québec, Drummondville et autres. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.
et rencontre avec Maxime Bernier. Donc, la semaine prochaine, le 28 août, un 5 à 7, c'est à la Brasserie des Rapides, alors 78-52 boulevard Champlain, la salle. Et le site, il faut aller sur le site, je vais vous partager le lien dans dans le commentaire, juste pour signifier que vous allez être présent. Ça va donner une aperçu du nombre de personnes approximatif. Donc, voilà. Et merci beaucoup aux gens qui nous écoutent sur Rumble aussi. Et aussi, Daniel, on peut dire là, par rapport aux candidats, au Québec, au niveau fédéral, il y a 78 comtés et on veut avoir 78 candidats. Donc, j'inviterai les gens qui nous écoutent, qui partagent nos idées ou qui connaissent quelqu'un qui partage nos idées, une personne qui est prête à défendre les valeurs de la société occidentale avec courage et passion. Vous êtes bienvenus au Parti populaire. Vous pouvez nous écrire à info parti-populaire-du-Canada.ca. Vous pouvez être en contact avec Daniel. Comme vous le savez, Daniel est notre lieutenant. C'est lui qui est en charge au Québec de trouver nos candidats, de travailler avec nos candidats. Et ça, je tiens à te remercier, Daniel. Donc, oui, on veut avoir des candidats dans tous les comtés au Québec pour la prochaine campagne électorale. Et c'est pour ça qu'on commence dès maintenant à sélectionner nos candidats. Et voilà, donc, vous voyez, c'est un travail en continu tout le temps. Vous avez les liens qui défilent dans le bas ici. Alors, si vous voulez voir, si vous voulez devenir membre, si vous voulez contribuer directement au parti, vous avez les liens. Le site web est là, parti-populaire-du-Canada.ca, partagez au maximum. Et il y a une section, évidemment, en anglais ou peu importe. Si vous avez des amis, des proches de famille qui sont anglophones, il n'y a pas de problème, il y a la traduction dans les deux langues. Ben oui, parce que le Canada, c'est bilingue, deux langues officielles, français et l'anglais. Et une bonne question, anticipez-vous d'autres démissions? Ben, c'est dur à dire, mais peut-être. Peut-être parce que certains députés qui risquent de s'apercevoir qu'ils ne seront pas réélus, peut-être au lieu d'aller à un échec et une défaite électorale, ils vont peut-être décider de démissionner avant la prochaine campagne électorale. Mais ceci étant dit, l'important pour nous, c'est d'être prêt pour octobre 2025 et puis on va être prêt. Notre position est toujours la même, c'est-à-dire de défendre nos idées, les idées qui sont sur notre plateforme électorale, la même plateforme depuis 2019. Les gens peuvent aller sur notre site, le parti-populaire-du-Canada.ca, cliquer sur plateforme et on a nos 21 politiques qui sont là. Chaque politique, chaque prise de position est expliquée pour un 2 pages. Vous lisez ça, c'est très concret. C'est ce que le Parti populaire prônait en 2018 lors de sa création, en 2019 lors de notre première élection, 1,6 du vote, en 2021 lors de notre deuxième élection avec 5 du vote, et c'est ce qu'on va prôner aussi à la prochaine campagne. Tout ça pour vous dire, et Daniel, tu le sais très bien, qu'on fait de la politique différemment, et pour nous, ce n'est pas un slogan, parce qu'on fait de la politique basée sur des idées, sur des convictions, et même si ces idées-là ne sont peut-être pas si populaires que ça, bien, on pense que plus on en parle, plus on explique nos politiques aux gens, bien, plus on va avoir d'appui. Et si on regarde le passé est garant de l'avenir, puisqu'on est passé d'1,6 à, on a presque triplé notre pourcentage de vote à 5 et à la prochaine campagne, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais nous, on a une vision claire, une vision qui fait en sorte de respecter la Constitution canadienne, respecter les champs de juridiction, respecter l'autonomie du Québec et surtout respecter la culture du Québec, ce que fait pas, Daniel, et t'en parles régulièrement, le Bloc québécois à Ottawa. Eh bien oui, parce qu'on va en parler, parce que c'est intéressant. Tu as mentionné, on va parler des partis collaborateurs de Trudeau. Le premier en liste, c'est le Bloc québécois, faut-il le dire. Le Bloc québécois qui a souvent appuyé les politiques directement donc de Justin Trudeau. Et entre autres, sur l'immigration, c'est notre deuxième sujet. Et je vais vous montrer quelque chose. Tu as écrit ceci tout à l'heure sur Twitter, puis je suis 100% d'accord. Vous êtes préoccupé par l'avenir du français, de la culture québécoise et de notre cohésion sociale face à l'invasion migratoire. Ce n'est pas en appuyant le Bloc québécois que vous aurez des solutions. Avez-vous remarqué que son chef, François Blanchet, ne s'attaque jamais à l'immigration de masse? Quand il parle d'immigration, évidemment,
c'est seulement pour exiger plus de pouvoir ou plus d'argent du fédéral pour aider à gérer l'accueil des immigrants et réfugiés ou encore pour aider des entreprises québécoises à faire venir des travailleurs du Mexique. Ils ne demandent jamais à Ottawa de mettre fin à l'immigration de masse, et on s'en rappelle même pour le chemin Roxham, hein, je Ouais. n'ai jamais intervenu pour faire fermer ça, d'imposer un moratoire, fermer la porte aux faux réfugiés et déporter les dizaines de milliers de clandestins qui sont ici illégalement. Le Bloc n'a aucune influence sur ces décisions et appuie toujours l'immigration de masse, comme tous les autres partis d'ailleurs de l'establishment. Seul le Parti populaire sonne l'alarme sur cette question depuis des années et fait bouger ces débats. Ne perdez plus votre temps avec le Bloc inutile. Le PPC est le seul parti qui lutte concrètement contre l'immigration de masse, mais surtout pour protéger l'identité québécoise et l'identité canadienne. Alors, c'est quand même un tweet assez fort, mais le message est assez clair, là. Oui, le message est clair. Et puis, si on regarde les faits passés, les prises de position passées du Bloc québécois, on a la preuve que le Bloc québécois s'est jamais, jamais préoccupé de la culture québécoise, de la nécessité de maintenir cette culture-là et de faire en sorte qu'elle survive dans un environnement nord-américain. Parce que, comme tu viens de le dire, le Bloc québécois appuie depuis toujours les politiques d'immigration de masse de Justin Trudeau. Et tu sais, Daniel, je pense que c'est M. Legault qui a dit ça durant une campagne électorale. Il parlait des immigrants en parlant des seuils d'immigration au Québec. Il disait, on en veut moins parce qu'on veut en prendre soin. Bien, moi, ce que je dis aujourd'hui aux Québécois et aux Canadiens, on n'en veut pas. On veut un moratoire sur l'immigration parce qu'on veut prendre soin des Québécois et des Canadiens. Notre niveau de vie est en train de baisser, notre pouvoir d'achat diminue d'année en année, on s'appauvrit au Québec et au Canada, et donc on n'a pas les moyens de sauver le monde. Il faut travailler pour notre population, et c'est ce qu'un leader politique devrait faire. Sa première priorité devrait être pour ses citoyens et non pas d'essayer de sauver des réfugiés ou des faux réfugiés qui traversent la frontière illégalement ici au Canada ou qui arrivent au Canada par nos aéroports, soit l'aéroport Trudeau ou Pearson à Toronto, sur un visa de visiteur que Justin Trudeau leur a octroyé sans leur demander de prouver qu'ils ont l'argent nécessaire pour être touristes au Canada et retourner dans leur pays. Et donc, on a plein de faux touristes qui arrivent à nos aéroports et dès qu'ils arrivent, ils demandent le statut de réfugié. On n'a pas les moyens de ça. Et c'est pour ça que nous, on demande un moratoire sur l'immigration, un moratoire sur les résidents permanents, parce qu'on veut s'occuper des Canadiens et des Québécois d'abord. Oui, c'est qu'on appelle priorité, en anglais, c'est Canada First ou Canada en premier. Nous, d'abord, on a de quoi s'occuper au Canada. On a plusieurs, je pense qu'on a plusieurs enjeux à discuter au Canada. On va en parler tantôt un peu. Et un autre qui ne laisse pas sa place pour faire Mais croire au monde qui tient au Canada. Ah oui, vas-y. ben, j'allais juste rajouter par rapport au Bloc québécois, Daniel, euh, je pense que le chef du Bloc québécois devrait peut-être parler plus souvent au chef du Parti québécois. Parce que le chef du Parti québécois est le seul chef au Québec qui questionne l'immigration de masse et qui n'a pas peur de dire la vérité aux Québécois. Mais je pense que la communication ne se fait pas entre le Bloc et lui. C'est peut-être une question d'ego politique, mais le Bloc québécois ne défend pas les intérêts des Québécois. Et on le sait, Daniel, que c'est le slogan du Bloc depuis des années. On est à Ottawa pas pour faire la souveraineté, mais défendre les intérêts du Québec. Et ce n'est pas dans l'intérêt du Québec d'avoir des immigrants qui arrivent ici à les portes ouvertes et sans faire de vérification de leur statut, sans avoir d'entrevue avec eux, accueillir ces faux réfugiés ou ces faux étudiants qui viennent ici sur un permis d'étudiant et après ça, le gouvernement Trudeau, avec l'aide du Bloc québécois, va leur donner la résidence permanente. Ces étudiants-là qui ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine après leurs études, et dans le passé, c'est ce qui arrive, vous avez un visa pour être étudiant dans un pays étranger.
le pays étranger vous accepte pour venir étudier dans ces universités, mais après, vous retournez à votre pays, ça s'est toujours fait, le visa est terminé. Mais aujourd'hui, ces faux étudiants qui arrivent ici ne veulent plus, après leurs études, quitter leur pays. Et là, qu'est-ce que fait le gouvernement Trudeau avec l'aide du Bloc québécois? Il leur dit, bien, vous ne respectez pas nos lois, vous restez au Canada, vous faites fi de notre loi sur l'immigration. Bravo, on va vous remercier et on va vous donner un cadeau. On va vous permettre d'avoir la résidence permanente plus rapidement. Ce qu'on devrait faire, on devrait déporter ces gens-là parce qu'à la fin de leur permis, de leur étude et de leur permis temporaire d'étudiant, ils deviennent des illégaux au Canada. Ils ne respectent pas la loi s'ils demeurent au Canada. Et donc, la moindre des choses que le fédéral devrait faire, c'est de faire respecter ces lois et de déporter ces gens-là. Mais le Bloc québécois est avec Trudeau et permet cela. Moi, je pense bien, et c'est une question qu'on devrait poser au chef du Parti québécois, pourquoi encore le chef du Parti québécois a une relation avec le Bloc québécois quand le Bloc ne défend pas les intérêts des Québécois à Ottawa? Et c'est de juridiction fédérale l'immigration. C'est sûr qu'il y a une partie qui est partagée avec le Québec, mais le Bloc québécois devrait à tous les jours à la Chambre des communes poser des questions sur le remplacement des Québécois par des immigrants. Et ça, ce remplacement-là, Daniel, de la population, ce n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité. Les femmes nord-américaines, canadiennes et québécoises et les couples ne Ouais. font pas assez d'enfants pour renouveler la population. Le taux de natalité est en bas de 2 et Mm. l'augmentation de la population au Québec et au Canada est due exclusivement à l'immigration de masse. Donc, dans quelques décennies, on va remplacer les Québécois de souche par des immigrants non intégrés à la société québécoise parce que le Bloc québécois est toujours en faveur de la loi sur le multiculturalisme et on leur dit à ces gens-là qui viennent ici, bien, gardez votre culture, ne vous intégrez pas à la culture québécoise et canadienne, c'est bien correct. L'État va même vous subventionner pour célébrer votre culture de votre pays d'origine. Mais Daniel, je m'excuse, mais quelqu'un qui quitte son pays pour immigrer dans un nouveau pays, c'est une décision difficile que cette personne-là doit prendre et elle laisse derrière elle, oui, sa famille et une partie de sa culture. Elle vient s'implanter dans un nouveau pays pour participer à une nouvelle société, une nouvelle culture, s'intégrer à une société et elle apporte à cette société-là, la société québécoise ou canadienne, une saveur différente, une partie de sa culture, mais on ne veut pas que les immigrants vivent dans des ghettos comme ça se fait actuellement à plusieurs places au Canada. Donc, le Bloc québécois travaille contre les intérêts du Québec en appuyant le remplacement des Québécois de souche par une immigration massive. Ben voilà, et c'est très bien dit, on ne peut pas dire mieux. Et la question qui revient souvent, et l'argument, et on en a parlé un peu, puis on va terminer un peu pour le Bloc québécois et autres, parce que ça nous concerne beaucoup au Québec. Euh, que pensez-vous des immigrants que les agriculteurs font venir du Mexique, Guatemala? Il faut dire que le part aussi retourne aussi chez eux, ça c'est notre histoire. Où peuvent-ils trouver de la main-d'œuvre dont ils ont besoin s'ils ne les font pas venir? Parce qu'on dit si on ne fait pas venir ces travailleurs-là, on ne pourra plus avoir d'emploi, il n'y a pas personne qui va pouvoir, etc. Mais des travailleurs étrangers temporaires, et le terme le plus important, c'est temporaire, et ça, c'est historique. Ils viennent au Québec et au Canada en majeure partie pour justement aider nos agriculteurs dans des emplois que les Québécois et les Canadiens ne veulent pas faire. Et donc, c'est tout à fait normal. Mais on a pris ce concept-là de travailleurs étrangers temporaires et on l'a élargi à d'autres secteurs de l'activité économique. Maintenant, on peut avoir des jeunes qui vont travailler chez Tim Hortons ou chez Costco ou dans d'autres grandes surfaces
et ils prennent la place de jeunes Québécois ou Canadiens qui ont bien de la misère à se trouver des emplois d'été. Les grandes entreprises ont exploité ce créneau-là en faisant en sorte de dire au gouvernement du Canada qu'ils ne sont pas capables de trouver des travailleurs canadiens ou québécois pour un emploi et donc qu'ils doivent aller à l'étranger pour faire venir des travailleurs étrangers temporaires. Mais moi, j'ai une solution pour ces grandes entreprises-là qui méprisent les travailleurs canadiens. Bien, si vous n'êtes pas capable de trouver les Canadiens pour un emploi, et là, je ne parle pas du secteur de l'agriculture, de d'autres secteurs, si vous n'êtes pas capable, il y a une solution tout simple. Augmentez votre offre, augmentez le salaire, et peut-être que vous allez avoir des Québécois et des Canadiens qui vont vouloir appliquer. Ou bien, si vous ne voulez pas faire ça, il y a une autre solution. Vous pouvez investir dans la technologie des robots fine pointe pour faire en sorte d'être plus indépendant face à la main-d'œuvre et augmenter ainsi votre productivité et la productivité de l'économie québécoise et canadienne. C'est la solution au manque, entre guillemets, de travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise économique, il faut le dire, nous sommes en crise économique lorsque notre pouvoir d'achat diminue et qu'on s'appauvrit et que l'inflation officielle est autour de 2,7 mais qu'on sait tous que l'inflation réelle est plus à 6, 7, 8 On fait notre épicerie et on le voit bien. Bien, on s'appauvrit tout le monde. Je pense qu'il y a bien des travailleurs qui aimeraient justement, des étudiants ou des travailleurs, combler ces emplois-là si ces grandes entreprises arrêtaient de faire venir de la main-d'œuvre temporaire étrangère qui est permis par le gouvernement fédéral, appuyé encore une fois par la coalition du Bloc québécois et Hmm. du NPD. Donc, il faut saisir ça. Donc, c'est notre position. Oui, aux travailleurs étrangers temporaires, les vrais dans le secteur de l'agriculture, et aux autres dans d'autres secteurs, bien, les entreprises devraient être plus sérieuses pour démontrer qu'ils ne sont pas capables de trouver un Canadien ou un Québécois pour cette fonction-là, parce qu'ils devraient, en premier lieu, augmenter leur offre, les salaires, et je suis certain qu'ils trouveraient bien plus de gens pour combler leur emploi disponible. Et voilà. Et un autre qui joue dans cette talle-là d'employeurs et autres. Et on sait, les sondages le donnent gagnant pour la prochaine. On veut le remplacer. On veut remplacer Trudeau. Oui, oui, c'est important. Pierre Poilievre, qui critique tout d'un coup Trudeau, qui a brisé, il dit que Trudeau a brisé le système d'immigration, qui a brisé tout, mais Pierre Poilievre, s'il y en est un, il faut dire les choses. Là, en français, on disait guidoune, mais hypocrite. Tout d'un coup, s'en vient en sauveur après avoir appuyé, bien sûr, la politique d'immigration de masse de Trudeau. Et là, ben, on ne peut pas lui faire confiance pour régler ces problèmes-là. Là. Ben, Pierre Poilievre, c'est un visage à deux faces. Oui, comme tu viens de le dire, c'est un hypocrite. Il dit que Trudeau a brisé le système d'immigration. C'est un fait, mais il le fait avec qui? Avec l'aide de l'opposition officielle. Dans les dernières années, Pierre Poilievre n'a jamais parlé contre l'immigration de masse. Et là, il n'apporte pas de solution non plus. Sa petite phrase qui dit que Trudeau a brisé notre système d'immigration, il n'arrive pas avec une solution parce qu'il n'y en a pas de solution, M. Poilievre, parce qu'il fait du racolage de vote. Il veut avoir le vote de ces communautés ethniques-là à travers le pays, qui sont dans plusieurs comtés, et ça, c'est important pour lui pour être au pouvoir et gagner une majorité. Et ces comtés-là, à forte proportion d'immigrants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire venir leur famille, ils veulent avoir plus d'ouverture sur la réunification des familles, et Pierre Poilievre embarque là-dedans. Il n'a jamais, jamais critiqué notre politique au Canada d'immigration de masse. Au contraire, dans plusieurs vidéos, si vous faites une simple recherche sur les réseaux sociaux, il demande à M. Trudeau d'approuver plus rapidement les demandes d'immigration. Ce qu'il faisait. Il dit qu'au lieu de déporter les illégaux, les faux étudiants étrangers, qu'il faut, non, régulariser leur situation. Donc, Poilievre, depuis plusieurs années, dit absolument le contraire de la petite phrase qu'il vient de dire et apporte aucune solution, même sur la crise du logement. Oui, Il n'a jamais avoué
que la solution à la crise du logement qu'il y a actuellement, c'est un problème de demande. Et la demande vient de l'immigration de masse, de tous ces gens-là qui viennent ici au Canada. Ils ont besoin d'un toit et par le fait même, ça augmente la pression sur le marché immobilier et ça fait en sorte que le coût des maisons ou le coût des logements dans les grandes villes augmente. Mais Pierre Poilievre, la solution, c'est d'arrêter cette immigration de masse-là et avoir un moratoire sur l'immigration. Mais Pierre Poilievre dit non, on va construire plus de maisons. C'est Mais ça. pour construire, Daniel, plus de maisons, on en construit à peu près 140 000 par année au Canada. Juste pour respecter la demande, il faudra en construire 700 000. Mais Pierre Poilievre n'est pas un entrepreneur en construction. Il veut être un premier ministre du Canada. Ce n'est pas la job du premier ministre du Canada de construire des maisons. Et il dit sur tous les Mhm. réseaux qu'il va construire plus de maisons. Il ne sera pas capable de faire ça, de construire 700 000 nouveaux logements en un an. La solution immédiate à la crise du logement, c'est d'avoir un moratoire sur l'immigration. Et voilà, donc c'est clair parce que là, effectivement, puis tu l'as mentionné rapidement, le logement, la construction de maisons, ce n'est pas de compétence fédérale. Et oui, il va faire comme Trudeau, il empiète ses compétences, c'est pas grave. D'ailleurs, puis le Bloc appuie cela aussi. Ah On n'a oui. pas entendu le Bloc critiquer ça non plus. Donc, c'est n'importe quoi. Bref, vous voyez, le sujet d'immigration, c'est assez important, c'est majeur, c'est notre survie, on peut le dire, hein, je pense que c'est notre survie, Ah ça, oui. parce que En tant que c'est peuple, en tant comme que peuple, ben peuple oui. canadien, un peuple québécois, ben oui, c'est notre survie. Et c'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que le Parti québécois, qui se dit le défenseur du peuple québécois, qui est très inclusif, fait cette bataille-là sur l'immigration. Je dois dire que le chef du PQ est un peu plus euh, gêné Cohérent. gêné de dire la vérité telle qu'elle, mais il avance tranquillement, à petits pas dans ce dossier-là, sachant que il peut pas, tu peux pas vouloir être le premier ministre du Québec, d'un État francophone en Amérique du Nord, sans parler de la question identitaire et culturelle. Donc, un peu, il avance tranquillement, un peu gêné des fois d'en parler, mais au moins il s'en va dans la bonne direction. Ce qui est l'opposé du Bloc québécois, qui, lui, est 100% avec Trudeau sur l'immigration de masse, de peur de se faire traiter de raciste et Mm, xénophobe. Donc, il c'est ne ça. défend pas du tout les intérêts du Québec. Et Daniel, je tiens à te dire que j'ai bien hâte d'en débattre avec le chef du Bloc québécois parce que oui, je vais être au Mm. débat des chefs, contrairement à l'élection de 2021 Ouais. où on a créé une nouvelle règle pour le Parti populaire. On a dit que ça prend 4 du vote pour le Parti populaire pour participer aux débats nationaux. On a Mm. eu 5 on va être là. Et je peux te dire que j'ai bien des questions pour le chef du Bloc lors de ce débat-là. Ouais. S'il ne va pas se cacher au Parti démocrate, d'ailleurs, il s'est tâté une place à la convention du Parti démocrate américaine, Kamala. Donc, il s'est tâté une place, il est représentatif, pensez-y, d'une gang qui est en faveur de l'ouverture des frontières, des millions d'immigrants illégaux qui ont envahi les États-Unis, une invasion, il faut appeler un rat un rat, c'est une invasion, et le Parti démocrate est en faveur de cette invasion-là, et lui, Blanchette, s'en va appuyer ce gang-là, donc c'est clair que c'est carrément anti-Québec, anti-Canada. Leur but, ben, je ne sais pas c'est quoi leur but, là, mais en fait, on va voir la suite. Son but, c'est d'être avec les globalistes. Je Ouais. pense que Blanchette est peut-être souverainiste, mais il veut avoir une place aux Nations Unies. Il est d'accord avec l'entente sur migratoire des Nations Unies. Il est d'accord avec les folies climatiques. Donc, Blanchette est plus un globaliste qu'un nationaliste souverainiste. Oh oui, c'est pas pour l'intérêt du Québec. C'est pour le bloc. On se surnomme des fois le bloc pension. Ils attendent leur pension. Là, c'est pour ça qu'ils ont reporté la date de 6 jours. Ils ont voté pour ça. Enfin. Ben oui. Euh, c'est les convictions, hein, c'est ça, oui, c'est ça, le manque de conviction de leur part. Voilà, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as mentionné un peu, on va parler un petit peu d'économie rapidement. Je sais que c'est un sujet lourd, les gens n'aiment pas ça, mais c'est important l'économie. Puis tu l'as mentionné, hein, l'inflation, le coût, les salaires.
On entend parler de l'or, où est-ce qu'on s'en va avec ça? On a aperçu un peu là-dessus. L'économie canadienne va-t-elle bien ou pas? Parce que les indicateurs, en passant, ont sorti sur la construction canadienne. Les permis de construction en juin ont baissé dans l'ensemble du Canada. Oui, ben, c'est un début de récession, comme je disais tout à l'heure. C'est une économie qui survit grâce au déficit du gouvernement fédéral. Et ces déficits-là, en bout de ligne, bien, on paye tous parce que ça crée de l'inflation. Et là, nous, c'est la nouvelle taxe. Trudeau n'a pas le courage de nous imposer encore plus parce qu'il sait que les Québécois et les Canadiens sont les plus taxés en Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des déficits qui sont financés par la Banque du Canada et ça l'amène la taxe d'inflation parce que lorsque vous avez une inflation à 6-7 si votre salaire n'augmente pas de ça, bien, vous vous appauvrissez et la plupart des gens, leur salaire n'augmente pas de ça. Et donc, on s'appauvrit. L'inflation est une taxe. Au lieu de prendre votre argent dans vos poches et de vous imposer, bien, le fédéral dit gardez votre argent dans vos poches, mais lorsque vous allez dépenser votre argent, votre pouvoir d'achat va diminuer. Vous allez pouvoir acheter moins de biens et de services avec cet argent-là à cause de l'inflation. Donc, l'économie canadienne, l'économie américaine n'est pas au maximum à cause de ces déficits étatiques des États-Unis, du Canada et d'autres pays européens. Donc, cette récession-là, elle est présente, elle risque de s'aggraver et c'est pour ça qu'en temps difficile, il faut équilibrer le budget et on peut faire ça la première année. Pierre Poilievre ne parle pas de ça parce qu'il ne veut pas déplaire à l'électorat, il ne veut pas dire la vérité à Ben non, l'électorat, c'est mais ça. il faut équilibrer le budget. Et la Banque du Canada, tu parlais d'or tout à l'heure, bien, ce qui arrive actuellement avec les pays du BRICS, donc c'est les pays Brésil, la Russie et l'Inde, la Chine et aussi l'Afrique du Sud et bien d'autres pays qui se joindront à eux, Mhm. bien, le but pour eux, ils essaient de former une nouvelle monnaie internationale qui va être à la base des échanges internationaux hors du dollar américain. On sait que le dollar américain est la monnaie internationale de transaction pour les échanges internationaux, mais ces pays-là s'aperçoivent que les Américains utilisent le dollar comme une arme et ce qu'ils ont fait à la Mhm. Russie en gelant leur avoir et certains parlent de les confisquer, ils se disent on devrait être plus indépendant pardon, du dollar américain et essaie de former une nouvelle monnaie qui serait peut-être basée sur l'étalon or. Et donc, ça va avoir un impact. C'est une question géopolitique d'importance. Et nous, s'il y a cette nouvelle monnaie-là d'échanges internationaux qui est basée sur l'or, le dollar américain ne l'est pas. Le dollar américain risque de perdre de sa valeur et ça va avoir un impact aux États-Unis, ça va avoir un impact au Canada parce que les Américains, c'est 80 de nos exportations. Les deux économies sont infiniment liées. Et nous, la Banque du Canada, bien notre dollar, c'est un dollar fiduciaire qui n'est basé sur rien, aucune valeur Mhm. tangible, et même la Banque du Canada ne détient pas de réserve d'or, contrairement à l'ensemble des banques centrales de d'autres pays qui, eux, depuis 3 4 ans, achètent de l'or et pour justement être prêts lorsqu'il y aura et je m'excuse de l'expression anglaise, un reset monétaire, Mhm. c'est-à-dire une réforme monétaire où il y aura une monnaie basée sur l'or. C'est important pour les banques centrales d'avoir de l'or et de faire partie de ça, mais le Canada n'a aucune réserve d'or. C'est une des seules banques centrales qui n'a aucune réserve d'or et Ben ça oui. risque d'avoir un impact et les politiciens ne veulent pas en parler. Moi, je dis, c'est préoccupant. On doit se préparer pour ça, mais le Canada n'est pas prêt du tout. Non, non, c'est clair. Puis tu as parlé de la Banque du Canada aussi, parce qu'on le voit aux États-Unis avec Powell, mais on le voit au Canada aussi. Et c'est sorti de ce matin. Les baisses des taux vont se multiplier, les baisses de taux d'intérêt. La Banque du Canada a le feu vert pour poursuivre sa politique d'assouplissement monétaire. C'est clair, Tim McClellan, gouverneur de banque, a annoncé une baisse des taux directeurs le 24 juillet dernier. Il va en avoir d'autres, on s'entend. Et d'ailleurs, les indicateurs économiques d'emploi aux États-Unis aussi ont sorti. Les démocrates ont truqué les chiffres, ils ont changé les chiffres politiquement. Bref, il y a plus de pertes d'emploi. Et là, les taux d'intérêt sont hauts, donc ils vont les baisser. Le Canada va suivre, évidemment.
cette politique monétaire-là de taux d'intérêt, est-ce que la Banque du Canada est vraiment indépendante pour le décider? Est-ce que c'est basé vraiment sur l'économie où ils attendent un signal de quelqu'un ou quelque chose? Go, vas-y, parce que on le sent, là, il y a du chômage, même dans le secteur informatique. Cisco a mis à pied 5000 personnes dans le secteur des TI cette semaine. GM, 3000, secteur informatique aussi, et autres. Il y a plusieurs, quand même, des gros secteurs qui perdent des emplois présentement. Là. Oui, absolument. Et cette baisse des Hum. taux-là, elle survient parce que le gouvernement américain fédéral, avec des taux d'intérêt plus élevés, est incapable de survenir à sa dette. L'impact que ça a sur le paiement des intérêts annuels à la dette fédérale et canadienne est énorme. Par exemple, aux États-Unis, pour la première fois, les intérêts sur la dette sont les dollars, l'argent que les contribuables américains, dans leurs taxes et impôts, doivent payer pour les intérêts sur la dette, bien, c'est plus grand que le budget de la défense nationale américaine. Et on sait que le budget de la défense est énorme. Donc, le paiement des intérêts est un poste budgétaire qui est plus gros que le poste budgétaire de la défense nationale. Et c'est la même chose au Canada ici. Au Canada, le paiement des intérêts, il y a, je pense, 5 ans, était de 25 milliards par année. Et on peut en faire des choses avec 25 milliards. On peut en bâtir des hôpitaux avec 25 milliards. On envoyait 25 milliards seulement pour payer les intérêts sur notre dette il y a quelques années. Et maintenant, c'est 48 milliards de dollars. Les intérêts sur la dette du gouvernement canadien, c'est plus élevé que l'ensemble du budget de l'armée canadienne et de d'autres postes budgétaires. On répète le 48 chiffre 48 milliards. ah oui, c'est pas des pinottes, là. 48 milliards, on peut en faire. On peut en faire des programmes sociaux pour les Canadiens et les Québécois. Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter ça. Il faut éliminer le déficit pour arrêter de payer ces sommes-là dans le vide. Il y a aucune, c'est pas productif pour les Québécois, les Canadiens, l'économie canadienne. Mais Poilievre, Trudeau, eux veulent dépenser pour acheter votre vote et vous faire croire que l'impact de ces dépenses-là n'a aucun intérêt et vous faire croire que l'inflation qui est créée par ces déficits-là, ce n'est pas de leur responsabilité. Donc, ce qui arrive aux États-Unis, c'est la même chose au Canada. Les taux d'intérêt baissent, c'est une bonne nouvelle à court terme. Les charges d'intérêt sont quand même élevées. Ils vont continuer d'être élevés pour les gouvernements parce qu'ils continuent de s'endetter. Mais à moyen terme, c'est une mauvaise nouvelle parce que la baisse des taux d'intérêt va faire en sorte de rallumer la flamme d'inflation. Et l'inflation officielle, comme je disais tantôt, 2,7 à peu près, mais on sait Mhm. bien que la réelle, c'est le double, c'est à peu près 6-7. Oui. Mais là, avec ces déficits-là et le fait que les taux d'intérêt sont très bas, bien, ça augmente la création monétaire. Et donc, en bout de ligne, on va continuer à avoir cet intérêt-là, pardon, cette inflation-là au Canada qui est aux alentours de 3, 4, 5 Ouais. et ça, bien, c'est des taxes qui s'ajoutent à nos taxes qu'on paie à chaque année. Et voilà, donc, puis vous avez vu le compteur de la dette. Ben oui, les chiffres qui roulent, c'est pas de la science-fiction, c'est réel, ça continue de monter pendant qu'on s'est parlé. Alors, ça a continué de monter. On ne sent pas, effectivement, pour terminer sur le point, c'est une grosse volonté. C'est pas dans le discours même électoral qu'on voit ou quelque chose. L'économie, c'est comme si c'était pas important. C'est comme, on imprime de l'argent parce que c'est vrai qu'on peut l'imprimer. Quelqu'un a dit, bon, on va laisser faire, on va juste imprimer de l'argent, puis ça va régler le problème. Non. Tous Ça les l'empire le citoyens. problème. Ça l'empire le problème, Daniel. Ah oui. Imprimer de l'argent à partir de rien, ça appauvrit les gens, ça crée de l'inflation. Imprimer de l'argent, là, on ne devient pas riche avec ça. Pour être riche en tant que société ou en tant qu'individu, on doit produire. Le tout commence par la production. La production crée la richesse. Exemple, euh, un coiffeur ou une coiffeuse ben, va travailler, produire, avoir des clients, et après ça, elle est payée pour sa production. Elle a produit quelque chose, mais créer de l'argent à partir de rien, sans aucune production, crée de l'inflation. Et c'est ça que ça fait, ces déficits-là. La Banque du Canada imprime des dollars en achetant des obligations du gouvernement du Canada.
Et donc, ça crée de l'inflation parce qu'il n'y a aucune richesse, aucun bien et service de produit. La richesse d'une société, c'est sa production et non pas la création d'argent à partir de rien. Donc, voilà. Merci pour l'information parce qu'on n'en parle jamais assez. Euh, et le dernier sujet, puis vois-tu, Lucie, tu es très allumée et je pense que tu vas aimer ce qu'on va discuter. Ukraine, Russie, le conflit là-bas qui continue, perdure pour toutes sortes de choses. Et tu mentionnes quelque chose. On a envoyé full d'argent et de l'équipement en Ukraine, méchante logique quand même. Et, ben, écoute, parlant d'argent, cette semaine, ben, concernant le conflit de l'Ukraine, ben, l'Allemagne prévoit de réduire son aide militaire en 2025. Et c'est un signal qui est envoyé cette semaine, ça ne lui a pas fait plaisir. Ils ont envoyé 34 milliards d'euros. C'est beaucoup, là, parce que nous, c'est le taux 1,5, le taux de conversion avec le Canada, parce qu'on n'est pas une économie assez forte pour les accoter. Mais on a dépensé, eux autres aussi, et l'aide militaire, cette année, 8 milliards, donc ils vont honorer ce qu'ils avaient déjà dit. Mais l'année prochaine, déjà, on sent le resserrement parce que lorsqu'ils font les budgets, ben, cet argent-là ne va pas aux Allemands. Là, il y en a qui commencent à comprendre. Et au Canada, c'est 14 milliards qu'on a envoyés, là. Oui, 14 milliards qu'on a envoyés à l'Ukraine. Premièrement, il faut dire que c'est une démocratie corrompue. Les médias essaient de nous faire croire que c'est la meilleure démocratie au monde. C'est complètement faux. D'ailleurs, Zelensky a passé un décret il y a quelques mois pour interdire l'opposition au Parlement. Donc, c'est une démocratie corrompue, sinon une dictature. Et l'argent qu'on envoie là, je ne suis pas certain, moi, qu'elle sert vraiment à défendre l'Ukraine. Ça va certainement dans des comptes à ces politiciens-là corrompus. Mais pourquoi envoyer 12 ou 14 milliards de dollars à l'Ukraine lorsqu'ici, au Canada, on a besoin de ça? Le Canada et les Canadiens ont besoin de cet argent-là. Donc, nous, le Parti populaire, on met le Canada d'abord, le Canada en premier, et on va couper cette aide-là. Mais l'Ukraine est encore un dossier où le Bloc québécois, le NPD, le Parti vert, le Parti conservateur du Canada sont tous en accord pour prolonger cette guerre-là et donner des ressources à l'Ukraine, de l'argent des Canadiens durement gagné à cette démocratie corrompue. Nous, on est prêts à faire en sorte d'arrêter tout ça, que cette guerre-là arrête le plus rapidement possible. Et cette guerre-là, qui est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, le Canada n'a pas d'affaire à y participer. Et là, c'est une bonne nouvelle que les Allemands se réveillent et disent, écoutez, là, ça va mal économiquement chez nous, on n'a plus les moyens de financer cette guerre-là. Donc, c'est un signal que cette guerre-là devrait se terminer. Puis j'espère que le Canada va arrêter d'envoyer de l'argent en l'air comme ça, durement gagné par les Canadiens au gouvernement ukrainien. On n'a pas d'affaires dans cette guerre-là et c'est très dommage qu'il n'y ait aucun parti politique à Ottawa, d'élus à Ottawa, qui ont défendu les Canadiens là-dessus. Non, ils ont préféré défendre le pays de l'Ukraine corrompu en disant oui à de l'aide monétaire. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Allemagne réalise que ça n'a pas de bon sens de participer à cette guerre-là par procuration avec les Américains. Si les Américains veulent continuer à faire cette guerre-là, les démocrates avec l'Ukraine, bien qu'ils le fassent, qu'ils le financent eux-mêmes. Comme nous, ils n'ont pas le moyen de le faire, mais si leur élite politique du Parti démocrate veulent le faire, bien qu'ils convainquent la population aux États-Unis de continuer à le faire, mais le Canada devrait cesser et devrait, je l'ai toujours dit depuis le début, on n'aurait jamais dû participer à cette guerre-là avec les fonds des Canadiens. Effectivement. Et d'ailleurs, tu en avais discuté déjà depuis 2022. Tu as toujours eu la même position, tu n'as pas changé, tu n'as pas vérifié un sondage si tu fallait changer de discours, c'est ça, des convictions, puisque le vrai bon sens n'a pas à attendre un sondage. Et ce matin, encore une fois, ben, regardez comment on est absurde. Ben oui, ce matin, ben, hier, c'était publié hier, Ottawa annonce une aide humanitaire de 5,7 millions pour les Ukrainiens. Oui, le Canada, on est pour l'aide humanitaire, oui, mais 5,7 millions, on envoie des armes d'un côté, de l'équipement,
Puis après ça, on retourne de l'argent pour l'aide humanitaire. La meilleure aide humanitaire que le gouvernement du Canada peut faire pour les Ukrainiens, c'est de convaincre les autres pays, dont les Américains, d'arrêter cette guerre-là et de faire ce que le Canada a fait dans le passé, c'est-à-dire promouvoir la paix et la prospérité. C'est ce qu'on devrait faire. On devrait s'assurer que les Ukrainiens peuvent rester dans leur pays. Là, ce pays-là est détruit. On accepte des réfugiés ukrainiens par milliers au Canada. Et ça a un coût pour nous en tant que Canadiens. Mais on devrait s'assurer que ces gens-là puissent demeurer chez eux en prônant la fin de la guerre, la fin des hostilités et en prônant un traité de paix. C'est ce que le gouvernement du Canada devrait faire et Trudeau devrait se promener à travers le monde et convaincre les gens que les autres leaders, qu'il faut que cette guerre-là finisse. Il y a combien de morts ukrainiens et russes qu'on devrait avoir encore de plus pour que les gens comprennent que cette guerre-là ne sert à rien et elle ne fait que détruire l'Ukraine et il y a un exode de sa population présentement. Si on veut les aider, on devrait prôner la paix comme on l'a déjà fait dans d'autres conflits à travers le monde. Oui, puis on ne parle pas d'envoyer de casque bleu, ne serait-ce que d'avoir une équipe de diplomates, des vrais, et non pas des votes en guerre. Puis même là-dessus, faut-il le rappeler, Poilievre, sa position n'a pas changé. Il veut continuer, il l'a dit, il veut continuer à aider l'Ukraine à se battre contre la Russie, qui est notre voisin dans le Nord aussi. Puis c'est pas parce qu'on est pro-russe, c'est pas ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faut voir le vrai bon sens aussi. Et parler de paix, je pense que ça serait nécessaire. Puis on n'en parle pas assez, mais dans tous les conflits, c'est la même chose. Et on n'a pas d'affaires là. On répète, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais on fait une guerre par procuration en envoyant nos armes à nous et autres. Absolument, absolument. Et il faut cesser ça. Puis je pense que ce discours-là, de gros bon sens, a de plus en plus d'appui au Canada. Et on va continuer d'en parler comme on fait dans d'autres sujets. Plus on informe les gens, plus on parle de nos convictions, plus en tant que parti, on a l'appui. Et c'est pour ça que j'invite les Québécois à se joindre à nous. Soyez en contact avec Daniel, avec notre parti. Puis allez lire nos politiques. Prenez le temps, là. Prenez 15-20 minutes là, pour lire nos politiques. Puis si vous aimez nos politiques, bien, j'espère que vous allez nous appuyer. Puis si vous n'aimez pas nos politiques, votez pas pour nous, c'est tout. On ne fera pas de racolage de vote, ne changera pas. On Mm. a des convictions profondes qui sont basées sur les valeurs de la société occidentale, qui a fait en sorte de créer cette société-là forte. On prône les libertés, la responsabilité, l'équité et le respect. On ne changera pas. Donc, si vous n'aimez pas nos politiques, votez pour un autre parti. Les autres partis, vous avez bien le choix. C'est des globalistes, c'est l'élite de l'establishment. Mais si vous aimez nos politiques, bien faites partie du changement avec nous. Faites partie de l'histoire. Joignez-vous au Parti populaire du Canada. Et même, si vous êtes prêt, soyez un candidat. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Maxime. Alors, c'était très intéressant et on n'a pas fini de parler des vrais sujets, des vrais enjeux. Et nous, ben, la liberté d'expression, c'est au cœur de nos fondements, de nos principes. Alors, ça fait plaisir de continuer à en parler. Et je pense que on va continuer encore à se battre facilement. Pour nous, c'est même pas, on a besoin de checker un sondage, vérifier si c'est bon ou pas. C'est naturel. Alors, dernier mot de la fin en terminant. Bien, je remercie tout le monde et puis tous les gens qui sont là pour défendre des idées qu'ils croient. Mais vous pouvez compter sur nous pour faire la même chose. Merci, Daniel. Félicitations parce que tu nous permets d'exprimer notre point de vue et des gens peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais au moins tu me permets d'avoir une tribune pour exprimer ces points de vue-là. Donc, je te remercie et on va sûrement se reparler bientôt. Oui, et on se voit à Montréal, Verdun, la semaine prochaine pour le 5 à 7. Mettez ça à votre agenda, 28 5 à 7. Maxime va être là et plein de monde. On va aller encourager le candidat. On va envoyer un message justement à l'establishment. Merci beaucoup, Maxime. Alors, bonne fin de journée. On te suit sur les réseaux sociaux partout, sur X, sur Facebook, YouTube, la chaîne du Parti populaire du Canada aussi est là. Bonne fin de journée. Mais merci, Daniel, et à la prochaine. Bye À la bye. prochaine. Bye. Alors, c'était Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, qui se présente comme premier ministre, un chef d'un parti politique se présente comme premier ministre aussi. Ben, le choix appartient aux gens. Vous avez entendu Capitaine rapidement.
ce n'est pas fini. Mais voilà. Et on va se revoir tantôt. Liberté, hein, le cœur, c'est la liberté. Ben, voilà et les gens, ben, ils ont le choix. C'est pas vrai qu'ils n'auront pas le choix, ils vont avoir du choix et oui, il ferait un excellent premier ministre. Moi, j'en serais très, très, très fier. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit. Bye bye.